Bonjour, Cédric du site formation informatique avec Cédric.fr. Bienvenue dans ce Demande à Cédric numéro 25. Nous sommes le jeudi 6 octobre 2016 et pendant une heure, je vais répondre aux questions des membres plus. Alors, être membre plus, c'est faire partie de la communauté du site formation informatique avec Cédric.fr. Si vous souhaitez devenir membre, eh bien, vous pouvez vous rendre sur le site formation informatique avec Cédric.fr et à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir vous inscrire pour mettre votre prénom, votre adresse email et cliquer sur oui, je m'inscris. À partir du moment où vous serez inscrit, vous aurez accès à votre espace membre dans lequel vous allez avoir accès à un grand nombre de vidéos gratuites que je vous offre. Et si vous souhaitez aller plus loin, c'est-à-dire devenir membre mini, membre actif ou membre plus, eh bien vous pourrez le faire directement à partir de votre espace membre. Mais dès lors, vous aurez accès à un grand nombre de vidéos gratuites. 90 vidéos que je vous offre ici, un cours thématique sur Gmail, un cours thématique sur Picasa, les retransmissions des demandes à Cédric qui sont les événements actuels que je suis en train de réaliser, les demandes à Cédric quotidiens que j'avais réalisées au mois de mai 2016 pendant lesquelles j'avais pendant une heure tous les jours répondu à vos questions. Vous aurez donc accès à un grand nombre de choses gratuitement et après, eh bien, si vous voulez aller plus loin, savoir comment monter votre PC, savoir comment ne plus payer votre antivirus, comment nettoyer votre ordinateur, etc., il y a des formations un petit peu pour tout. Voilà, donc une fois que cette petite annonce est faite, je vais pouvoir commencer. Donc vous n'hésitez pas, vous vous rendez sur l'accueil du site formation informatique avec Cédric.fr. Vous pouvez le trouver facilement sur Google ou retaper l'adresse directement dans votre barre d'adresse. Et à partir de là, vous arrivez sur mon site, vous mettez votre prénom, votre adresse email, vous cliquez sur oui, je veux m'inscrire et ce sera parti. Allez, on va pouvoir débuter ce Demande à Cédric. Donc, j'ai une première question de Marc. Rebonjour, donc bonjour Marc, je suis sous Windows 10 64 bits version 16.07. Pouvez-vous m'expliquer comment activer puis désactiver le mode sans échec ? Alors Marc, c'est une bonne question, je ne l'ai pas encore testé ce mode sans échec sur Windows, mais il faut voir deux choses. La première, c'est si votre ordinateur démarre et si votre ordinateur ne démarre pas. Parce que si votre ordinateur démarre, c'est-à-dire ce qui est le cas de notre ordinateur ici, vous allez avoir la possibilité, en choisissant la commande exécuter, donc pour ce faire, vous faites un clic droit sur le menu démarrer et ensuite vous choisissez exécuter, et à partir de là, vous allez pouvoir taper msconfig, et sinon, vous pouvez presser la combinaison de touches Windows plus R, et à ce moment-là, vous aurez également la commande exécuter. Donc, soit un clic droit sur le menu démarrer, et vous choisissez exécuter, ou alors vous faites Windows R, et ça arrivera aussi sur exécuter. Ensuite, vous tapez msconfig, attention de ne pas vous tromper, sinon ça ne marchera pas, voilà, ça va ouvrir une page, qui est ici, vous voyez, qui concerne le démarrage. Et là, à partir de là, vous allez pouvoir choisir démarrage en mode diagnostic. C'est-à-dire qu'il va charger seulement les pilotes périphériques et les services de base. C'est l'équivalent du mode sans échec. Donc vous cochez cette case, vous cliquez sur OK, vous redémarrez votre ordinateur. Moi, j'ai cliqué sur annuler. Donc votre ordinateur va redémarrer en mode sans échec, en mode minimum. Et à partir de là, vous pourrez voir si vous avez des choses qui... Le mode sans échec sert surtout à vérifier s'il n'y a pas des choses qui dysfonctionnent et quels pourraient être ceux-ci, puisque le mode sans échec démarre... démarre avec les pilotes minimum et les choses qui se chargent au minimum. Donc ça, c'est si vous avez accès à Windows, et donc quand vous allez démarrer en mode sans échec, vous assurez que tout fonctionne correctement. N'oubliez pas de faire la chose inverse, c'est-à-dire vous appuyez sur la touche Windows R pour relancer exécuter, vous tapez msconfig à nouveau. Attention de ne pas vous tromper, je vais repartager mon écran. Vous tapez msconfig, vous cliquez sur OK, et à partir de là, vous n'oubliez pas de remettre démarrage normal. Alors moi, j'ai démarrage sélectif tout simplement parce que j'ai désactivé certains programmes au démarrage, et à ce moment-là, il me dit que j'ai un démarrage particulier. Voilà, c'est à partir de là que vous pouvez faire le démarrage, le mode sans échec. Après,
Il me semble que lorsque vous allez redémarrer votre ordinateur, si par exemple vous n'avez plus accès à Windows et que vous ne pouvez pas donc faire ces manipulations pour démarrer en mode sans échec, eh bien vous pourrez appuyer sur la touche F8 lorsque votre ordinateur démarre. Donc vous attendez que le BIOS ait démarré et après vous appuyez sur la touche F8. Donc appuyez plusieurs fois parce que comme ça vous permet d'avoir le moment où il faut normalement appuyer sur la touche F8. Et à partir de là, vous arriverez sur un écran bleu si vous êtes sur Windows 10 qui vous dira voilà ce que vous souhaitez faire. Et là, vous avez la possibilité de faire un démarrage en mode sans échec. Je vais essayer de trouver des images pour vous montrer un petit peu à quoi ça peut ressembler quand vous êtes sur Windows, quand vous êtes sur le BIOS, pardon. Donc démarrage sans échec, Windows 10, images. On va essayer de trouver ça. Voilà. Donc lorsque vous allez appuyer sur la touche F8, vous allez arriver sur ce type d'image qui est ici et vous allez pouvoir choisir ce que vous souhaitez faire. Donc là, vous allez choisir dépannage, comme c'est indiqué ici sur ces captures d'écran. Et ensuite, je ne sais pas où je suis allé. Est-ce que j'ai cliqué sur un bouton? Apparemment oui. Voilà, donc vous allez arriver ici pour choisir une option, vous allez choisir dépannage, ensuite option avancée, puis paramètres, et enfin vous allez pouvoir redémarrer en mode sans échec. Voilà, ce sont les deux techniques pour pouvoir redémarrer en mode sans échec, soit vous avez accès à Windows, soit vous n'avez pas accès à Windows. Voilà Marc, j'espère avoir été suffisamment précis, si ce n'est pas le cas, vous n'hésitez pas, vous apportez un petit complément dans les questions. Ariane, bonjour à tous. Peut-on demander une confirmation de lecture dans un mail dans Gmail? Alors, Ariane, c'est une bonne question. De toute façon, toutes les questions sont bonnes, évidemment. Je vais essayer de vous répondre simplement, parce que c'est pas forcément simple. Alors, la confirmation de demande de lecture, c'est ce que l'on appelle l'accusé de réception. Donc l'accusé de réception, pour bien comprendre un accusé de réception, il faut qu'il y ait deux personnes. Une personne qui va envoyer et une personne qui va recevoir. Donc vous voyez, on a déjà deux cas de figure. Dans ces deux cas de figure, on va avoir à nouveau deux cas de figure. Les personnes qui utilisent un webmail, c'est-à-dire une consultation directe de leur message sur le site internet de leur fournisseur de messagerie. Et vous allez avoir les gens qui utilisent ce que l'on appelle des logiciels de messagerie. Ça peut être Windows Live Mail, ça peut être Mozilla Thunderbird, ça peut être le courrier de Windows 10. Donc ça, ce sont des applications qui sont installées sur l'ordinateur et qui vont permettre de faire, de consulter le courrier. Et donc, ces logiciels qui sont installés sur votre ordinateur font l'interface entre votre fournisseur d'accès qui stocke les messages quand votre ordinateur est éteint et votre logiciel qui est en local. Donc, vous avez deux cas de figure, c'est-à-dire la personne qui envoie, la personne qui reçoit, et dans ces deux cas de figure, vous avez encore deux cas de figure, la personne qui consulte ses mails avec un webmail et les personnes qui consultent leurs messages avec un logiciel local. Donc ça fait 4 possibilités. Donc en fonction de ces 4 possibilités-là, ça va être possible ou pas possible. C'est-à-dire que si, pour que ça fonctionne, il faut que vous utilisiez un logiciel local, première condition pour que ça fonctionne, et que la personne en face, elle aussi, utilise un logiciel qui gère les messages en local. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir demander une demande de confirmation. Mais vous ne l'aurez pas forcément parce que si donc pour que les conditions soient requises, il faut que vous ayez un logiciel local et que la personne à qui vous l'envoyez gère ses mails avec un logiciel en local aussi. Et il faut que la personne, lorsque vous allez lui demander l'accusé de réception, autorise le fait qu'elle soit d'accord pour que vous voyez si elle a vu que vous aviez lu son mail. Je ne sais pas si je suis clair, mais en tout cas, vous pourrez regarder la retranscription pour regarder. Donc, il faut que à la fois vous soyez en local, elle soit en local, et qu'elle soit d'accord pour que vous puissiez voir qu'elle a bien lu le mail. Ça, c'est les conditions. Si vous utilisez le webmail, vous ne pourrez pas demander de confirmation. Vous ne pourrez pas demander de confirmation, pardon. Et si elle utilise le webmail,
bien que vous utilisiez le logiciel en local, eh bien, vous n'aurez pas la confirmation de lecture puisque ça doit se faire entre les différents logiciels de mail et pas avec le webmail. Voilà, donc en gros, pour simplifier les choses, si vous utilisez le webmail ou si la personne utilise le webmail, il n'y aura pas possibilité d'avoir cette confirmation de lecture. Et encore une fois, la personne qui va recevoir cette demande de confirmation de lecture pourra refuser que l'information vous soit transmise comme quoi elle l'a lu. Encore heureux, parce que moi je déteste les gens qui font des accusés de réception. Je lis mes mails quand j'ai envie de les lire et j'ai pas spécialement envie qu'on sache quand je les ai lus. Voilà, en tout cas Ariane, j'espère avoir été suffisamment clair sur l'aspect de l'accusé de réception. Alors, Solange, bonjour, bienvenue parmi nous. Heureuse d'être là. Eh bien, nous aussi, bienvenue parmi nous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, Ariane, ma fille a mis un mot de passe pour ouvrir un dossier perso. Et bien sûr, elle l'a oublié, le mot de passe. Quel logiciel utiliser pour essayer de récupérer ce mot de passe ? Alors, eh bien, je ne sais absolument pas avec quel si vous avez utilisé un logiciel je ne sais pas si vous avez utilisé un logiciel pour mettre ce mot de passe sur ce dossier personnel, parce que je ne vois pas comment est-ce qu'on peut le faire sur Windows pour mettre un mot de passe. Peut-être que ça existe, mais je ne vois pas parce que je ne l'ai jamais fait. Et dans ce cas-là, je ne vais absolument pas pouvoir vous dire comment faire. Soit ça dépend du logiciel que vous avez utilisé pour mettre le mot de passe, soit voilà. Là, les mots de passe, c'est justement fait pour pas être craqué. Donc, si vous avez mis un mot de passe et que vous ne vous en souvenez plus, lorsque vous êtes sur Internet, la plupart du temps, vous avez la possibilité de faire des récupérations de mots de passe. En revanche, sur votre ordinateur, c'est fait pour ne pas justement être craqué, et auquel cas, eh bien, il faudra faire appel à des gens qui sont spécialisés dans la chose, que je ne connais pas, mais là, ça m'a l'air un petit peu cuit. Donc, petit rappel par rapport à ça, lorsque vous allez mettre des mots de passe, soit vous les notez pour ne pas les oublier, soit eh bien, vous ne mettez pas de mot de passe, parce que sinon, à partir du moment où vous l'oubliez, eh bien, ça a des conséquences qui sont un petit peu ennuyeuses. Voilà. Alors après, j'imagine qu'il existe des solutions pour pouvoir accéder à ce dossier. J'ignore par quel biais vous avez mis ce mot de passe, s'il s'agit d'un logiciel. Éventuellement, vous pourrez faire des recherches donc sur Google pour voir si vous avez la possibilité de modifier le mot de passe. Après, encore une fois, si c'est sur Internet, la plupart du temps, les sites sur lesquels vous allez, que ce soit le mien ou les autres sites Internet, vous avez la possibilité de faire des récupérations de mots de passe qui vous sont envoyés. Soit le mot de passe vous est envoyé directement sur votre boîte mail, soit il vous est envoyé un lien sur lequel vous cliquez pour réinitialiser votre mot de passe, c'est-à-dire le changer. Donc là, dans votre cas, Ariane, malheureusement, si vous ne me donnez pas plus de précision sur le logiciel en question, eh bien, je ne vais pas pouvoir vous aider plus que ce que je viens de le faire. Mais sachez, et donc petit rappel encore à nouveau pour tout le monde, quand vous mettez un mot de passe, eh bien, il faut vous en souvenir. Donc soit vous avez un petit carnet pour les noter. Ce que je vous conseille, c'est de regarder la vidéo exclusive que j'avais faite sur les mots de passe, qui permet eh bien, de gérer efficacement vos mots de passe. Voilà Ariane, je suis bien désolé pour vous, mais là, malheureusement, il n'y a pas vraiment de solution. Gabriel, bonjour Gabriel, bonjour Cédric, info pour les clés USB, lorsque les entrées sont bleues, 3.0, pour le blanc, je rouge, le noir, ce sont des 2.0 USB device. Alors, est-ce que c'est une question ou est-ce que... voilà. Donc, Gabriel, comme je vous l'avais montré, je vais pas revenir sur ça. Vous mettez votre clé USB, vous faites un clic droit, vous choisissez propriétés, ensuite vous allez dans matériel et vous verrez si c'est une clé 2.0 ou 3.0.
Je ne sais pas si c'était une précision que vous souhaitiez apporter. Voilà, les couleurs en fait c'est un petit peu, je suppose que certains constructeurs ont dit bon bah voilà l'USB c'est bleu, mais s'ils veulent mettre ça rouge, s'ils veulent mettre ça blanc, c'est à leur choix. S'ils veulent par exemple que leur clé soit toute blanche, ils peuvent très bien décider que le bleu est blanc et que ce soit une clé 3.0 malgré tout. Donc là c'était une première piste pour vous indiquer qu'en général quand c'est bleu c'est que c'est de l'USB 3. Si c'est d'une autre couleur, ça peut aussi être de l'USB 3. Donc vous faites la manipulation que je vous ai indiqué à ce moment-là, et comme ça vous êtes sûr bien, du type de clé USB que vous avez. Alors, Great Manitoba, je ne sais pas si je prononce bien votre nom. Alors, bonjour Cédric, c'est encore moi. Heureux d'être parmi vous, c'est un réel plaisir. J'ai bien testé mes écrans ce matin, et en effet, malgré le branchement de mes 3 moniteurs, il m'est impossible de les avoir en même temps. L'un est branché par le VGA, l'autre par le DVI et le troisième par le HDMI. Mais effectivement, je suis obligé de choisir lorsque je connecte DVI et le VGA. Tout va bien. Bon, désolé, comme je vous l'ai indiqué hier, je pense que voilà, ça vient de votre carte graphique. Certaines cartes graphiques sont capables de gérer 3 écrans, donc vous avez cette possibilité-là de changer éventuellement de carte graphique. Vous pouvez vous orienter sur des modèles d'occasion, des modèles haut de gamme d'occasion, comme la mienne, par exemple, la carte que j'ai, c'est une 7970 de chez AMD, et je crois que vous pouvez trouver ça aux environs de 100-150 euros si vraiment vous avez besoin de cette chose-là. Et peut-être qu'il y a des cartes qui font du tri-écran, peut-être un peu moins cher. Mais en tout cas, voilà, malheureusement, il y a 3 connectiques, c'est pour maximiser en fait la possibilité de connecter à un écran, mais les 3 ne sont pas actifs en même temps. Vous pourrez néanmoins, pour les personnes qui sont intéressées, acheter ce type de carte et faire du bi-écran, parce que ça, il n'y a aucun souci, comme vient de nous le confirmer. En tout cas, bienvenue parmi nous, et content que, enfin pas content parce que ça aurait été mieux que vous puissiez faire fonctionner vos 3 écrans, mais en tout cas voilà, la solution se passera par une autre carte graphique. Alors ce que vous pouvez faire, j'avais pas pensé à ça d'ailleurs en parlant d'autres cartes graphiques, vous pouvez très bien, si vous le souhaitez, ajouter une autre carte graphique, et auquel cas ça vous coûterait moins cher, c'est-à-dire que vous conserveriez, j'avais pas pensé à ça hier de vous le dire, mais j'y pense ce matin, vous pourriez très bien conserver votre carte graphique telle que vous l'avez là et racheter une autre carte graphique, donc une carte graphique d'entrée de gamme ça doit coûter aux environs de 30 euros, on peut regarder. Je vous conseille de prendre la même marque, comme ça vous évitez les soucis. Je sais pas, on va aller sur Amazon par exemple. Voilà, et on va choisir carte graphique Nvidia. Voilà. On va classer en haut à droite par prix croissant. Voilà. Ah oui, on va avoir les adaptateurs évidemment. Ça a l'air d'être un petit peu ancien. Ah, il y a de l'occasion. Alors c'est un peu embêtant qu'il y ait de l'occasion, donc on va plutôt faire par pertinence. Voilà, les premiers prix de cartes graphiques, c'est aux environs de 30 euros, je dirais 35 euros. Donc vous pouvez très bien prendre ce type de carte graphique. On va quand même vérifier qu'il y a bien toutes les connectiques. Voilà, un petit peu comme la vôtre. Donc, dans un premier temps, il faut que vous regardiez dans votre ordinateur si vous avez des slots disponibles, des slots PCI Express, comme ici. Vous voyez, ça c'est peut-être pas du PCI Express d'ailleurs, mais bon, bizarre ça. Bon, soit vous achetez la même carte graphique que vous avez, comme ça vous en fera 2, soit vous allez vous renseigner dans un magasin pour trouver la carte PCI Express la moins chère possible. Vous la mettez dans votre ordinateur et dans ce cas-là, eh bien, vous pourrez brancher votre 3e écran sur cette 2e carte graphique. Donc la première chose à faire, c'est vous ouvrez votre ordinateur. Attention, s'il est encore sous garantie, de ne pas briser le seau qui est derrière, parce que sinon, dans ce cas-là, eh bien, vous allez perdre la garantie. Donc s'il est encore sous garantie, ne faites pas ce que je viens de vous indiquer. En revanche, s'il est encore sous garantie, vous l'ouvrez, vous regardez si vous avez un autre port PCI Express de disponible pour ajouter éventuellement une seconde carte graphique. Voilà, c'est une possibilité qui s'offre également à vous. Alors, Gabriel, depuis quelque temps, lorsque j'ouvre Gmail, les caractères sont fort petits. Comment remédier à cela ?
Alors, Gabriel, je ne sais pas quel navigateur vous utilisez. On va partir du principe que vous utilisez Google Chrome. Donc, lorsque vous utilisez Google Chrome, il est possible, donc quand vous ouvrez votre Gmail, là c'est un petit peu problématique ce que je viens de faire, donc je ne vais pas le faire du tout. Ce qu'il faut vous assurer lorsque vous ouvrez Gmail, c'est dans le niveau de zoom. Donc vous cliquez sur les 3 points qui sont en haut à droite ici, et vous avez le zoom ici. Et comme Chrome gère les niveaux de zoom en fonction des sites, là vous voyez par exemple je passe à 175%, et si je vais sur le site sur le site internet, voilà, il est à 100%. Donc là, je vais venir ici, il est à 100%. Et alors que si je me rends à nouveau sur Google, il a mémorisé que Google était à 175%, donc je suis à cette taille-là. Donc ce que vous pouvez faire, c'est appuyer sur la touche CTRL et ensuite 0, donc CTRL arrobase, la touche 0 qui se trouve en haut, et là, vous allez repasser à un zoom 100%. Donc vous regardez si toutefois vous n'avez pas fait une mauvaise manipulation, par exemple en appuyant sur CTRL et sur la roulette de la souris. Vous voyez là je suis passé en zoom 50%. Donc si vous avez appuyé sur la roulette, eh bien vous risquez d'avoir modifié le zoom par défaut. Donc dans ce cas là vous faites CTRL 0. Vous avez également la possibilité, si vous n'êtes pas familiarisé avec les raccourcis clavier, de cliquer ici sur les 3 points et de modifier le niveau de zoom qui se trouve ici. Et comme ça, eh bien chaque fois maintenant que vous viendrez sur le site de Google et en théorie sur vos mails, eh bien vous reviendrez à la taille que vous souhaitez. Donc soit vous mettez 100%, soit vous mettez 125%, c'est comme vous le souhaitez, mais l'avantage de Google Chrome, et je pense que ça se passe aussi comme ça sur les autres navigateurs, c'est que vous avez la possibilité de choisir des niveaux de zoom en fonction de chaque site. Donc ça se trouve, c'est ce qui vous est arrivé, Gabriel. Vous pouvez en tout cas regarder de ce côté-là. Et sinon, dans Gmail, je vais regarder si j'ai un accès à Gmail ici. Non, je n'ai pas d'accès. Je vais essayer de me souvenir de mon mot de passe, qui est loin d'être une évidence. Ah mince, bon, je vais attendre que Google m'envoie le code. Voilà, et en théorie, ça devrait arriver. Voilà. Alors, donc là, votre Gmail arrive, et vous avez également la possibilité de choisir dans les paramètres, me semble-t-il, voilà, la densité d'affichage. Peut-être que vous avez modifié ça également. Vous avez soit normale, soit moyenne, soit élevée. Et à ce moment-là, les choses sont un petit peu plus serrées. Donc, moi, je choisis normal parce que je préfère avoir de l'espace. Peut-être que c'est ça, ou peut-être que, comme je vous l'indiquais, c'est le niveau de zoom. En tout cas, vous pouvez regarder dans ces deux directions, Gabriel, pour essayer de tenter de résoudre votre problème. Alors, mais lorsque je connecte le HDMI, c'est la suite du message de tout à l'heure, le VGA se coupe et vice-versa. Je n'ai donc droit qu'à 2 écrans en même temps. J'ai fait une recherche hier sur Internet et c'est bien une histoire de carte graphique. Il faudrait que je la remplace, mais je ne sais pas si ça vaut le coup de le faire car mon ordi a passé 6 ans. Je m'en passerai donc. Alors, Alain, ce que vous pouvez faire, donc il y a deux possibilités. Si votre ordinateur a 6 ans, il faut quand même que vous vous assuriez si vous avez bien quand même une carte graphique PCI Express. Donc, il y a deux choses. Soit vous avez un autre emplacement, comme je vous le disais tout à l'heure, et auquel cas vous allez pouvoir ajouter une seconde carte graphique. Et sinon, si vous ne voulez pas changer, ce que je peux tout à fait comprendre, ce qui peut se produire, c'est que vous pouvez très bien changer votre carte graphique et la garder pour votre futur ordinateur. Une carte graphique, ça se démonte et ça se remonte sur le nouveau. Donc si par exemple vous achetez aujourd'hui une carte graphique qui permet de gérer le multi-écran, comme une carte comme laquelle j'ai par exemple, qui vous permettra de jouer, si vous avez un ordinateur plus puissant par la suite, eh bien ça vous permet d'avoir une carte graphique qui tient la route et en même temps
de pouvoir la récupérer sur votre prochain ordinateur. Donc ça vous permettrait de gérer vos 3 écrans tout de suite et d'avoir cette possibilité-là. Donc voilà ce que vous pouvez faire, Alain, éventuellement, c'est-à-dire soit changer votre carte graphique et ensuite la récupérer pour votre futur ordinateur, soit ajouter une seconde si vous en avez la possibilité. Bon, l'avantage c'est comme il a 6 ans, vous pouvez sans problème ouvrir le panneau pour voir si vous avez à nouveau un autre emplacement PCI Express. Alors, je regarde si j'ai pas raté de questions entre temps. Tout a l'air bon. Alors, Albert. Bonjour Albert. Bonjour à tous. Bonjour Cédric. Depuis la mise à jour 10.16.07, donc la mise à jour anniversaire de Windows, j'ai un nouveau logiciel qui s'affiche. Classic Shell. Format RTF. Qu'est-ce que c'est? Dois-je le garder ou le supprimer? Alors, Classic Shell, Albert, c'est, je ne sais plus si c'est vous qui aviez eu le souci sur le forum, comme quoi votre menu démarrer fonctionnait très mal. Donc, Classic Shell, en fait, c'est un menu démarrer, je crois. Je vais quand même m'en assurer. C'est un menu démarrer alternatif. Voilà, c'est-à-dire que si, par exemple, vous rencontrez des difficultés avec votre menu démarrer, une des solutions, si vous ne souhaitiez pas faire les autres choses qui étaient proposées sur le forum parce que vous trouviez ça plus compliqué, c'est un menu qui va se substituer au menu démarrer de Windows 10 et qui vous permettra de retrouver une apparence comme vous aviez par exemple sur Windows 7. Alors, je vous déconseille de l'installer pour la bonne et simple raison que si votre menu démarrer fonctionne, ça ne sert à rien d'essayer de revenir en arrière. Il faut évoluer, il faut se faire au nouveau menu démarrer, il faut se faire aux nouvelles choses. Voilà. Là, c'était dans le cas où Classic Shell permettait de remplacer le menu démarrer lorsque celui-ci avait des difficultés de fonctionnement. Ça s'est surtout passé lors des mises à jour parce que vous aviez peut-être des choses désagréables avant sur l'ordinateur. Le fait de faire la mise à jour de Windows 7 ou de Windows 8 vers Windows 10 n'a pas forcément corrigé tous les problèmes. Bon, quoi qu'il en soit, il y avait aussi des bugs de la part de Microsoft, il ne faut pas se le cacher. Quoi qu'il en soit, ce Classic Shell pouvait donc vous permettre d'avoir ce menu démarrer qui fonctionnait à nouveau. Donc, moi ce que je vous conseille, s'il a fait la mise à jour, c'est de le désinstaller et de vérifier que votre nouveau menu démarrer fonctionne, et si ce n'est pas le cas, il vous sera toujours temps de le réinstaller. Voilà Albert. Donc moi, dans un premier temps, je le désinstallerai, et dans un second temps, si mon menu ne fonctionne pas, je le réinstallerai. Si vous voulez jouer la sécurité, ce que vous pouvez faire, c'est vous rendre sur le site donc, de Classic Shell, classicshell.net, de le télécharger et donc de le désinstaller. Comme ça, si toutefois votre menu démarrer devait ne pas fonctionner, vous auriez directement l'installeur disponible sur votre ordinateur. Voilà Albert, le conseil que je peux vous donner par rapport à Classic Shell. Ariane, elle a mis un mot de passe en le compressant. Alors, donc elle a compressé le dossier. Ouais, bah écoutez, dans ce cas-là, je pense que ça va être assez cuit. Là, je ne vais pas avoir les compétences pour vous aider par rapport à ça. On peut éventuellement regarder rapidement sur Internet, mais je ne vais pas trop chercher. Alors déjà, comment est-ce qu'on peut compresser un dossier ? Sur Windows 10, on va essayer de... Je vais prendre un dossier que je vais dupliquer. Je vais le prendre dans mon Drive directement. Alors, OneDrive. D'ailleurs, ça va me permettre de faire une petite parenthèse en même temps. Quelque chose auquel vous devez faire attention lorsque vous utilisez OneDrive. Par exemple, donc OneDrive, c'est un service qui est fourni par Microsoft. C'est un service de cloud, c'est-à-dire que les données que vous allez mettre sur OneDrive sont distantes. Mais il y a quand même une part de local, c'est-à-dire que les documents sont stockés sur votre ordinateur et ils sont synchronisés avec le serveur de Microsoft. Donc vous avez OneDrive à partir du moment où vous vous connectez avec une adresse Microsoft sur votre Windows. Mais là où il faut faire attention, c'est que lui, il considère aussi que c'est du local, c'est-à-dire que quand, par exemple, je vais essayer de vous donner un exemple. Je vais aller dans Documents, dans Fond d'écran. Si par exemple je prends ce fond d'écran et que je le déplace ici sur mon bureau, il sera déplacé.
Vous voyez, je clique, je glisse, je lâche, il va être déplacé, c'est-à-dire qu'il va sortir de mon drive et donc il va synchroniser avec le serveur distant et donc il ne sera plus sur OneDrive, il ne sera plus disponible. Donc faites attention lorsque vous utilisez OneDrive et que vous faites des déplacements, que ce soit sur votre bureau ou dans votre dossier actuel, de ne pas perdre des choses que vous vouliez synchroniser. Petite parenthèse. Donc je vais prendre ce dossier fond d'écran qui est ici, je vais faire donc un clic droit, je vais choisir copier, je vais faire un clic droit, je vais choisir coller pour ne pas le déplacer donc de mon OneDrive comme je viens de vous le montrer. Et donc à partir de là, je vais voir comment est-ce que l'on pourrait éventuellement le compresser. Alors, est-ce qu'elle l'a fait avec un logiciel de type WinRAR? Et auquel cas, si elle l'a compressé, eh bien, vous devez en théorie avoir le dossier original, sauf si elle l'a ajouté à l'archive, comme je vais le faire maintenant, ajouter à l'archive. Qu'elle a rajouté un mot de passe avec WinRAR, je ne sais plus à quel endroit, ça doit peut-être dans les options, avancer. Je ne sais plus à quel endroit c'est le mot de passe, c'est là, définir un mot de passe. On va mettre Toto. Et là, on va confirmer le mot de passe. On va remettre Toto. On va faire OK. On va faire OK. Donc, si elle a compressé le dossier ici, qu'elle a supprimé l'original ici, donc ça veut dire que pour décompresser Toto, ici, il va falloir un mot de passe. Enfin, pour décompresser le dossier, il faudra le mot de passe Toto. Donc, si c'est comme ça qu'elle a procédé, eh bien, malheureusement, ça veut dire qu'il faut trouver la solution pour craquer WinRAR, enfin, pour craquer les mots de passe de WinRAR. Et sinon, si vous pouvez me donner un peu plus de précision avec quoi elle l'a compressé, parce que dans Windows, il y a peut-être une fonction de compression que je ne connais pas puisque je ne l'utilise pas. La sécurité, non, c'est autre chose. Donc voilà, Ariane, si vous pouvez me donner l'information. Donc si elle a procédé comme ça, il faudra trouver le moyen de craquer WinRAR. Et ça, à mon avis, c'est pas gagné. Et si elle l'a compressé avec WinRAR et qu'elle n'a pas supprimé l'original, en théorie, vous avez toujours l'original. Voilà Ariane, pour l'instant, je ne peux pas malheureusement vous donner plus d'informations par rapport à ça. Vous, n'hésitez pas de votre côté de m'apporter des précisions si elle l'a fait avec WinRAR ou avec un autre logiciel. Alors, Mickey, bonjour Cédric, je n'arrive pas à me servir d'OpenOffice. Existe-t-il un tuto pour débutants? Merci. Alors, donc dans la formation que je vais faire sur les piliers recherche efficace, vous allez avoir la possibilité de trouver ça. Mais, évidemment, je vais vous montrer ici. Donc, la façon la plus simple, c'est de vous rendre... Alors, lorsqu'il s'agit de recherche, vous pouvez vous rendre sur Google quand vous voulez faire des recherches pour avoir un sujet en particulier. Maintenant, quand vous souhaitez avoir des tutoriaux, le plus simple, c'est de vous rendre directement sur YouTube. Donc, vous allez directement sur YouTube. Et lorsque vous êtes sur YouTube, vous allez avoir la possibilité, dans le champ en haut ici de recherche, de chercher ce que vous souhaitez. Alors là, en l'occurrence, vous cherchez un tutoriel pour OpenOffice. Donc vous pouvez choisir tutoriel OpenOffice. Vous appuyez sur la touche entrée. Et à partir de là, eh bien, vous allez avoir un certain nombre de résultats qui vont pouvoir vous convenir. Alors, ce que vous pouvez faire, je vais aller un petit peu plus loin. Bien évidemment, je reviendrai là-dessus dans la formation. Vous avez la possibilité, si par exemple vous cherchiez un tuto débutant sur le tableur d'OpenOffice, donc vous cliquez sur cette vidéo, vous arrivez ici, donc sur ce tutoriel, vous pouvez commencer à le regarder. Et oui, évidemment, je n'ai pas partagé mon écran. Donc, je vais recommencer. Donc, vous allez sur Google, vous recherchez YouTube. Lorsque vous êtes sur l'accueil de YouTube, je vais vous le refaire pour que vous puissiez voir exactement. Donc, lorsque vous êtes sur l'accueil de YouTube, dans le champ recherche, vous mettez ce que vous souhaitez. Donc, tutoriel OpenOffice, vous appuyez sur la touche entrée. Vous allez avoir un certain nombre de résultats et à partir de là, vous allez choisir le tutoriel qui vous intéresse. Par exemple, celui-ci, tuto débutant tableur OpenOffice. Vous cliquez ici et à partir de là, donc vous avez une petite publicité, vous pouvez attendre pour l'ignorer. Voilà, à partir de là, vous allez avoir le tutoriel qui démarre. Si vous vous apercevez que cette personne vous explique correctement, que tout se passe bien, etc., vous pouvez cliquer sur son nom, ici, qui est le nom de sa chaîne, et vous allez arriver sur l'accueil de sa chaîne. À partir de là, vous allez cliquer sur vidéo,
qui se trouve ici et vous allez pouvoir regarder les différents tutoriels qu'il a fait. Alors là, cette personne, ce n'est pas le cas. Apparemment, il fait des tutoriaux sur un grand nombre de choses et pas forcément que sur OpenOffice, mais eh bien, si c'est une personne qui fait des tutoriaux sur OpenOffice, vous risquez d'en trouver d'autres. Et là, ce que vous pouvez faire également, c'est lorsque vous êtes ici, donc là je suis dans la chaîne de cette personne, vous allez avoir la possibilité non pas de rechercher en haut ici, mais de cliquer sur la loupe qui se trouve là, et dans ce cas-là, vous n'allez rechercher que sur cette chaîne en particulier. Donc là, si vous cherchez OpenOffice, vous appuyez sur la touche Entrée et vous allez voir les différents tutoriaux d'OpenOffice qu'a fait cette personne. Donc là, évidemment, il y a des choses qui ne sont pas que OpenOffice. Je ne sais pas pour quelle raison ces tutoriaux-là apparaissent. Peut-être qu'il les a mis dans les mots-clés. Mais en tout cas, voilà, vous avez cette possibilité-là. Donc vous vous rendez sur YouTube, vous cherchez OpenOffice. Et en théorie, vous devriez trouver pléthore de tutoriaux. Et vous pouvez utiliser les manipulations que je vous ai indiquées eh bien, pour avoir différentes choses. Voilà, je suis en train de regarder s'il y a des choses. Ce que vous pouvez faire, c'est continuer de faire défiler. Il y a plusieurs pages et de trouver le tutoriel qui vous plaît. Après, si vous voulez quelque chose de très particulier sur OpenOffice, par exemple, tutoriel OpenOffice Writer, qui est donc le nom de l'équivalent de Word pour OpenOffice, donc le traitement de texte, vous rajoutez Writer derrière et vous voyez, eh bien, vous avez différentes choses qui ne parlent que de Writer. Voilà Mickey, je pense qu'avec ces précisions-là, vous allez pouvoir rechercher. Alors, je suis allé un petit peu vite pour ce qui est des recherches au sein de YouTube, au sein de la chaîne et au sein de tout ça, mais vous pourrez regarder la retransmission pour pouvoir eh bien, voir comment j'ai fait en version plus lente. Voilà, si j'ai été un petit peu trop rapide. Pardon. Voilà Mickey, si vous avez besoin de précision, n'hésitez pas, vous pouvez reposer vos questions. Alors Mathilde, bonjour à toutes et tous. Mot de passe sur Picasa pour fermer un dossier et mot de passe perdu. Eh bien c'est pareil malheureusement que Ariane. Là, si vous avez perdu votre mot de passe, c'est cuit. Donc vous pouvez rechercher sur Google comment faire, mais là, sur Picasa, je ne crois pas l'avoir d'installé, donc je ne vais pas pouvoir vous... Non, il n'est pas installé. Donc, vous vous rendez sur Google et vous espérez qu'il y aura une solution pour mot de passe Picasa perdu, éventuellement. J'ai oublié mon mot de passe Picasa. Vous faites un clic droit, vous choisissez ouvrir dans un nouvel onglet pour ne pas vous retrouver vos recherches précédentes. Et là, vous allez avoir des informations. Alors, il n'y a pas moyen de retrouver les mots de passe oubliés. Néanmoins, vous pouvez toujours effacer votre mot de passe existant. Donc là, vous avez une première réponse. Il n'y a pas moyen de retrouver les mots de passe oubliés. Néanmoins, vous pouvez toujours effacer votre mot de passe existant. Alors, on va regarder si c'est pertinent, parce que ce serait intéressant. Alors, modifier ou réinitialiser les mots de passe de votre compte Google. Donc là, ça n'a rien à voir. Je ne pense pas que ça modifie Picasa. Je vais regarder autre chose. Qu'advient-il de Picasa et Picasa Web? Donc ce n'est pas ça non plus. J'ai pas partagé mon écran, mais pour l'instant, il n'y avait rien d'intéressant. Mot de passe. Voilà, donc là, honnêtement, c'est les mots de passe quand on est sur l'ordinateur. Ce n'est pas comme sur Internet, et auquel cas, voilà. Je vais regarder s'il y a d'autres. Non, ça c'est la même chose. Alors, on va regarder si une autre recherche aurait été... Alors, modifier ou réinitialiser votre mot de passe de compte Google. Bonjour, j'ai oublié mon mot de passe Picasa. Alors, bonjour, j'ai oublié mon mot de passe Picasa pour ouvrir et créer mes albums. Alors, bonjour, sur la page Google Compte, il y a une case bleue dans laquelle
on entre les coordonnées de connexion et au-dessus une petite phrase, vous n'arrivez pas à vous connecter. Si on clique sur cette phrase, il y a plusieurs rubriques possibles à cocher, dont celle j'ai oublié mon mot de passe. Je pense qu'ils doivent renvoyer par email. Alors là, honnêtement, je pense que ces réponses-là ne sont pas pertinentes. Vous pouvez malgré tout les essayer, mais je ne pense pas que ce soit pertinent. Là, je pense que c'est plus pour récupérer son compte, le mot de passe de son compte Google, et que ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir mis des mots de passe sur Picasa. Alors, protéger des photos avec mon mot de passe. Là, ça doit être ce que vous avez fait. Voilà, masquer le dossier. Ouais. Alors voilà, non là, comme je l'avais précisé dans la formation en question, la formation sur Picasa sur les cours pratiques, et comme je le précise dans la formation sur les mots de passe, là, quand vous avez perdu ou oublié vos mots de passe, bon, bien évidemment, quand c'est pas sur un site internet, mais sur votre Windows, ça va être très compliqué de les remettre. Donc c'est bien la sécurité, c'est bien de se protéger, mais il faut pas oublier ces mots de passe, sinon c'est cuit. Désolé Mathilde, je ne vais pas pouvoir vous aider par rapport à ça. Néanmoins, on peut aider toutes les autres personnes qui s'étaient dit je vais mettre des mots de passe. Donc si vous avez l'intention de mettre des mots de passe, soit vous les notez dans un petit carnet, le plus simple, si vous voulez pas faire des choses trop compliquées, vous allez vous acheter un carnet comme on avait à l'école avec A, B, C, D, etc. Et vous mettez vos mots de passe en fonction. Si c'est pour Skype, vous le mettez à S, si c'est pour Picasa, vous le mettez à P, etc. etc. Si c'est pour votre box, vous mettez au nom de votre fournisseur d'accès. Et comme ça, vous ne l'oubliez pas. Donc vous mettez votre identifiant, votre mot de passe, vous faites très attention de ne pas vous tromper dans les majuscules, les minuscules parce que c'est important. Et à partir de là, eh bien, ça vous fera un premier point pour ne pas perdre ou oublier vos mots de passe. Voilà. Alors Gabriel, Cédric. Alors cela n'est pas toujours écrit dans propriété matérielle. Souvent c'est écrit USB device. Que cela veut dire ? Alors Gabriel, si ça veut dire USB device, en théorie, c'est que ce n'est pas de l'USB 3. Alors attention, une chose que je dois vous préciser, pardon, c'est que évidemment, si vous souhaitez, alors il y a une compatibilité entre les différents USB, il y a USB 1, USB 2, USB 3, un port USB 1 ne sera pas capable de lire une clé USB 2 ni une clé USB 3. En revanche, un port USB 3 sera capable de lire l'USB 3, l'USB 2, l'USB 1. Donc si votre port est par exemple USB 2, en théorie, peut-être il pourra lire de l'USB 3, ça je suis pas 100% sûr, mais peut-être qu'il ne détectera pas que c'est de l'USB 3 quand vous ferez les propriétés du matériel, parce qu'il n'est pas capable de le détecter. En théorie, si vous branchez sur un port, donc USB 3. Donc là, pour le coup, il y a du bleu dessus. Ça, c'est une norme standard sur le matériel. Donc, que ce soit sur votre ordinateur ou sur un lecteur USB 3 externe que vous auriez pu avoir, eh bien, vous pouvez le brancher et en théorie, ce sera indiqué à cet endroit-là. Voilà. Après, si dans matériel, vous n'avez pas plus de précision, c'est qu'à mon avis, il ne s'agit pas d'une clé USB 3 ou du cas de figure que je viens de vous indiquer précédemment. Voilà Gabriel. Alors, Tania. Bonjour Tania. Bonjour Cédric. Bonjour à tous. Dans le forum, vous avez quel âge ? À quand la suite de la liste des âges ? Je lance un appel aux bonnes volontés pour vous aider à compléter cette liste. Merci Tania. D'accord. Donc là, Tania fait référence à l'âge des participants du forum. J'avais créé cette rubrique et un certain nombre de personnes ont participé, d'autres pas. On va respecter leur choix. S'ils ne souhaitent pas indiquer leur âge, eh bien, on va, voilà, comme je viens de le dire précédemment, respecter leur choix. Chacun met ce qu'il veut. On met son âge ou on ne met pas son âge. J'avais lancé ce sondage entre guillemets, eh bien, tout simplement pour qu'on ait un petit peu les âges de tout le monde et s'apercevoir eh bien, qu'il n'y a pas d'âge pour se mettre à l'informatique ou même il n'y a pas d'âge pour être performant ou faire ce que l'on a envie de faire. Voilà, c'était surtout pour mettre ça en avant et je souhaite le redire. Dès lors où vous êtes motivé à apprendre, il n'y a pas de barrière d'âge. Il y a toujours des techniques. Si par exemple vous dites que vous perdez la mémoire, eh bien vous pouvez prendre des feuilles et noter les choses. Voilà, il n'y a pas...
on n'a pas de limite d'âge. La seule barrière, c'est de ne pas avoir envie. Il ne faut jamais se forcer pour faire de l'informatique, sinon vous n'apprendrez rien. Voilà, j'ai des exemples dans mes clients qui voulaient apprendre l'informatique, qui pensaient vouloir apprendre l'informatique, et au final c'était plus pour se dire je fais comme tout le monde, mais ils préféraient aller dans leur jardin et faire leur jardin. Je leur ai dit le mieux, plutôt que de perdre du temps à prendre des cours informatiques parce que j'ai pas l'impression que vous ayez envie d'apprendre. Le mieux, c'est de ne pas prendre de cours, et ils ont convenu avec moi que c'est vrai qu'ils n'avaient pas forcément envie, c'était plus pour faire plaisir aux enfants ou aux petits-enfants. Donc, si vous avez l'envie de faire de l'informatique, vous apprendrez de l'informatique. Si vous avez envie de faire du jardin, vous apprendrez à faire le jardin. Seule votre motivation vous permettra d'apprendre. Ça ne sert à rien de vous forcer, rien ne rentrera. Mais en tout cas, si rien ne rentre, vous pouvez aussi prendre un papier et un crayon. Voilà Tania, petite parenthèse, et on va respecter l'âge des participants du forum. Alors, Ariane, c'est avec WinRAR qu'elle a compressé. Je cherche sur le net une solution si celle que j'ai trouvée marche. Je vous le dirai demain. D'accord, Ariane, je vais pas vous mentir, ça, à mon avis, ça va être un petit peu compliqué. Voilà, puisque ce sont des logiciels qui en théorie sont faits pour ne pas être craqués. Après, je ne dis pas qu'il n'y a pas des logiciels qui n'existent pas. À ce propos, je vous dis, faites attention lorsque vous allez commencer, parce que là, quand on parle de craquer des mots de passe, on commence à partir sur un autre aspect d'Internet. Donc faites très attention sur les sites que vous allez visiter, assurez-vous d'être bien à jour dans toutes vos versions de logiciels et de ne pas cliquer sur n'importe quoi et de ne pas installer n'importe quoi, parce que là c'est la porte ouverte aux choses malveillantes. Voilà, Ariane, c'est le conseil que je peux vous donner, et malheureusement, voilà, et je suppose qu'elle a supprimé le dossier original. C'est malheureusement ce qui arrive avec les mots de passe. C'est une petite session de mots de passe aujourd'hui. Voilà, il est 10h44, pour l'instant il n'y a plus d'autres questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. Ce dont je vous ai parlé hier, c'est-à-dire la formation pour les sauvegardes, je l'ai tournée hier soir, elle fait 40 minutes, donc je pense qu'une fois montée, elle en fera peut-être que 35. Je suis assez content de ce que j'ai fait. C'est une mini formation sur la sauvegarde que je vais donc terminer de monter en théorie aujourd'hui, et qui sera disponible dans l'information du vendredi de demain, en plus des 7 jours des demandes à Cédric. Et j'espère des dernières vidéos pour la formation du montage sur le PC. Voilà, donc je suis vraiment content de cette formation sur les sauvegardes. Vous verrez, vous me direz ce que vous en pensez. C'est pour vous apprendre à faire vos premières sauvegardes basiques sur clé USB ou sur disque dur externe. Voilà, donc ça c'était une petite précision. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire également ? Je suis en train de réfléchir. Pas beaucoup plus. Voilà, je suis content de cette formation qui devrait être là. Je vais réaliser une petite formation qui sera composée de quelques vidéos sur l'entretien de votre ordinateur. Donc ça, pour les membres plus, donc je vous en parle ici parce qu'il n'y a que des membres plus, je vais mettre un message sur le forum, et j'espère que vous pourrez me donner vos retours sur ce que vous aimeriez voir dans cette formation. Ça ne sera pas une formation complète comme je fais avec les piliers, etc. Mais c'est une formation d'entrée, il n'y aura pas beaucoup de vidéos, mais c'est qu'est-ce que vous auriez aimé connaître quand vous avez eu votre ordinateur, quelles sont pour vous les opérations de maintenance ou d'entretien de votre ordinateur que vous auriez aimé connaître lorsque vous avez débuté l'informatique. Bien évidemment, j'ai mes premières idées, mais j'aurais bien aimé que vous puissiez participer par rapport à ça et me donner votre retour. Donc je vais créer un message sur le forum, vous n'hésitez pas, vous allez le voir. Et à ce propos, je vais vous donner un petit truc et astuce concernant le forum. Je vais relancer une fenêtre de Google pour pouvoir me rendre dessus. Voilà, donc comment est-ce que je fais pour savoir quels sont les messages, les nouveaux messages ? Je vais partager mon écran, évidemment j'ai oublié. Comment est-ce que je fais pour savoir les nouveaux messages qui sont arrivés auxquels je n'aurais pas répondu ? Je n'ai pas encore tourné la vidéo d'aide qui concerne ça, c'est pour ça que je vais vous le montrer là rapidement, pour les personnes qui sont ici ou qui regarderont la retransmission. Lorsque je suis sur le forum, je clique sur forum et je vais dans messages non lus. Et à partir de là, je consulte les messages
que je n'ai pas lus. Les messages non lus, ce n'est pas les messages qui n'ont pas été lus par l'intégralité de la communauté, mais simplement par moi. C'est-à-dire que ici, quand je clique sur forum, message non lu, je m'aperçois que je n'ai pas lu ce message. Donc, il va falloir que j'y réponde puisque je n'ai pas apporté de solution. Voilà. Donc, c'est comme ça que vous pouvez faire. Vous, lorsque vous arrivez sur le forum, la première chose à faire, vous pouvez aller sur le forum, cliquer sur message non lu et ça vous permet d'avoir la liste des messages que vous n'avez pas encore vu. Donc si vous n'avez jamais fait cette option, eh bien vous allez avoir beaucoup de messages. Vous pouvez cliquer sur ceci pour les lire, mais au fil du temps, comme ça vous permettra de voir les derniers messages qui sont arrivés et ceux que vous auriez pu éventuellement rater. Donc vous cliquez dessus, si le message vous intéresse, eh bien vous pouvez continuer de le lire, et sinon vous pouvez revenir sur forum, cliquer sur message non lu, et là vous n'aurez plus que les messages dans lesquels vous n'êtes pas rentré. Voilà, c'est un petit truc et astuce, je voulais le mettre dans la formation, dans les vidéos de formation sur le forum. Je ne l'ai toujours pas fait parce que je voulais ajouter d'autres astuces sur les signatures, sur ce genre de choses, mais au final je vais peut-être le rajouter bientôt parce que voilà, c'est quelque chose de très pratique. Mais en tout cas, vous l'avez avec cette retransmission. Voilà. Pardon. Je vois qu'il y a une autre question. Ah, très bien. Très bien Mathilde, merci par avance pour la formation sur les sauvegardes, j'en ai vraiment besoin. Et bien voilà, donc c'est une petite formation qui va durer 35-40 minutes. Vous pourrez la regarder en plusieurs fois, vous pourrez mettre des pauses, parce que c'est vrai que bon, je parle de notions qui sont relativement simples quand on les connaît, mais quand on les connaît pas, voilà, il y a un certain nombre de choses. Donc vous apprendrez à choisir votre support, vous apprendrez à identifier les dossiers que vous devez sauvegarder, vous apprendrez également à voir leur taille pour choisir votre support en adéquation. Bref, une petite vidéo de formation qui sera disponible donc dans les vidéos outils que je vais laisser ouvert à toutes et tous, donc que vous soyez membre gratuit, mini, actif ou plus, ou autre niveau de membre, vous pourrez y avoir accès. Donc comment faire, si vous regardez cette vidéo en retransmission, eh bien vous êtes en théorie sur YouTube. Sous la vidéo, je vais essayer de vous montrer ça, comment ça se passe. Donc quand vous êtes sur YouTube, sur ma chaîne, voilà, YouTube c'est Chabrely. Voilà, lorsque vous êtes sur la chaîne ici, hop, vous êtes par exemple dans un demande à Cédric, ce sera le 25, là je vais vous montrer avec le 24. Donc là vous êtes sur le demande à Cédric numéro 25, celui que vous êtes en train de regarder, et dans la description qui se trouve en dessous, vous pouvez cliquer ici sur le lien qui est là. Vous allez être automatiquement redirigé sur mon site internet. À partir de là, vous vous inscrivez en mettant votre prénom, votre adresse email, vous cliquez sur oui, je veux m'inscrire. Et là, vous aurez donc accès à un grand nombre de vidéos et donc vous aurez accès à votre espace membre. Ça, vous allez recevoir un mail. Il faut cliquer sur le lien qui se trouve dans le mail pour que votre inscription soit totalement validée. Pourquoi est-ce que je fais ça? Eh bien, c'est tout simplement pour que il n'y ait pas de possibilité de spam. C'est-à-dire, quelqu'un ne peut pas mettre votre adresse dans le circuit et voilà, que vous receviez des messages que vous ne vouliez pas. Là, vous mettez votre adresse email, faites attention de ne pas vous tromper, vous recevez le mail et dans ce mail, vous cliquez sur le lien qui est dedans. À partir de ce moment-là, vous aurez l'adresse pour votre espace membre qui est ici. Et là, eh bien, vous pourrez accéder donc aux différentes vidéos que je vous offre, comme je vous le disais. Et puis, il y en a certaines qui sont payantes, comme les vidéos outils. Mais quand vous cliquez sur j'accède à ma formation, il y a certaines vidéos outils que j'ai laissées non payantes, comme par exemple celle-ci, créer un compte PayPal. Et je vais rajouter donc comment faire des sauvegardes minimum, ici dans la 30e. Et elle sera ici débloquée comme vous pouvez le voir. Si vous souhaitez accéder aux autres formations et que vous n'êtes que membre gratuit, dans ce cas-là, il faudra choisir le statut qui vous convient le mieux. Vous cliquez sur débloquer cette formation. À partir de là, vous arrivez ici. Là, c'est les formations accessibles en tant que membre gratuit. Donc, si vous êtes membre gratuit, vous avez déjà accès à tout ça. Et puis, si vous voulez avoir accès aux vidéos outils et à la formation Je monte mon PC, il faut devenir membre mini. Si vous souhaitez devenir membre actif, c'est-à-dire donc avoir les deux formations qui sont là, plus les autres formations qui sont là, vous pouvez choisir ça. Et enfin, si vous souhaitez avoir l'intégralité des choses, donc avoir toutes les formations disponibles sur le site, plus l'accès à la communauté, plus l'accès aux demandes à Cédric en direct, à ce moment-là, vous
choisissez le statut de membre plus. Toutes les formations sont expliquées ici et vous pourrez voir les différents tarifs. Donc sachez que ce sont des packs, hein. Les formations valent à l'unité 30 €, mais quand vous prenez un pack, ce n'est pas ce prix-là. Voilà, je crois avoir fait le tour. Vous savez désormais comment accéder au site, vous savez désormais comment vous inscrire en tant que membre gratuit, et en théorie, voilà, tout est OK. Donc cette vidéo sur les sauvegardes, qui sera dans les vidéos outils, va arriver entre aujourd'hui et demain. En tout cas, elle sera disponible dans l'information du vendredi numéro 36. Alors, évidemment, il y a encore demain pour les demandes à Cédric si vous avez d'autres questions. Alors, Mickey, rebonjour Cédric, quelle différence avec message non lu et nouveau message? C'est une bonne question. Alors, je vais me rendre à nouveau sur le forum. Ah bah, j'y suis toujours, parfait. Alors, si je choisis forum et que je choisis nouveau message, à ce moment-là, je vois les nouveaux messages depuis ma dernière connexion. Est-ce que il y a eu des nouveaux messages depuis que je me suis connecté? C'est un petit peu différent parce que si vous vous connectez, si par exemple vous vous connectez, que vous choisissez nouveaux messages et que vous n'avez pas forcément regardé tous les nouveaux messages, j'ai pas partagé mon écran, alors je recommence. Donc si je choisis message non lu, vous voyez j'ai un message qui est ici, et si je choisis nouveau message, eh bien on voit que je n'ai pas de message. Pourquoi? Eh bien parce que comme je me suis connecté tout à l'heure, il n'y a pas eu de message entre tout à l'heure et maintenant. Donc c'est une façon qui est un petit peu différente, mais qui est moins précise sur les messages disponibles. Parce que si vous vous connectez par exemple 5 minutes et que vous n'avez pas regardé tous les nouveaux messages, eh bien quand vous allez vous reconnecter et que vous allez choisir nouveau message, eh bien il vous dira qu'il n'y avait pas de nouveau message si rien n'a été posté. Et donc vous risquez de passer à côté de certaines choses. Donc moi ce que je vous conseille, c'est de cliquer sur forum et de choisir message non lu, et à partir de là, vous verrez les messages que vous n'avez pas lus. Donc ils ne vous intéressent pas forcément tous. Dans ce cas-là, là je ne vais pas cliquer dessus parce que je voudrais pouvoir y répondre, mais vous cliquez ici. Vous cliquez dans le message, ensuite si le message ne vous intéresse pas, vous recliquez sur forum, vous refaites message non lu et ce message là aura disparu. Donc ça va vous prendre un petit peu de temps la première fois et ensuite eh bien ce sera tout simple puisque vous n'aurez que les nouveaux messages qui n'ont pas été pardon, les messages que vous n'avez pas lus. Voilà Mickey, j'espère que j'ai répondu à votre question. Voilà, bah écoutez, on va arriver au terme de ce Demande à Cédric numéro 25. Si vous êtes membre gratuit et que vous voyez la retransmission, n'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore membre gratuit, et que vous regardez la retransmission, n'hésitez pas à vous inscrire sur le site pour avoir accès à toutes les retransmissions des précédents Demandes à Cédric et aussi des Demandes à Cédric quotidiens et bien évidemment à toutes les vidéos que je vous offre et notamment la vidéo sur les sauvegardes qui, j'espère, vous pourrez la partager parce que eh bien, tout le monde a besoin de cette chose, de faire des sauvegardes. On ne sait pas forcément comment le faire et là je pense que je l'explique d'une façon relativement simple. J'explique toutes les manipulations, comment faire les copier-coller, comment formater sa clé USB ou son disque dur, comment, si vous devez choisir une clé USB ou un disque dur externe, il vaut mieux que vous fassiez ça sur CD. Bref, c'est assez complet en 40 minutes, je suis assez content. Ça n'a bien évidemment rien à voir avec la formation sur les... Ah, j'ai fait une petite mauvaise manipulation. Pardon. Du coup, on a perdu le chat. Voilà. Voilà, donc ça n'aura évidemment rien à voir avec la formation sur les 5 piliers, sur le pilier de la sauvegarde, donc qui se trouve ici. Pour y accéder, il faut être soit membre actif, soit membre plus. Et à partir de là, voilà, là, ça sera pendant la saison 4, donc de septembre 2017 à juin 2018, il y aura accès à ces vidéos-là, donc sur la sauvegarde complète. Là, ce sera vraiment différent. Je ne vous ai pas montré mon écran, je vous le montre rapidement ici. Donc cette vidéo qui sera disponible pendant la saison 4. Voilà, cette vidéo-là sur les sauvegardes, là, on va vraiment
je vais vraiment couvrir tout ce qu'il faut savoir sur la sauvegarde. Donc la sauvegarde basique comme je l'ai indiqué sur la vidéo que j'ai faite, mais également des sauvegardes pour pouvoir sauvegarder l'intégralité de son disque dur pour revenir à un état antérieur, pouvoir faire des sauvegardes automatisées tous les jours, pouvoir faire ce genre de choses, pouvoir sauvegarder vos mails sur le webmail, sauvegarder vos mails sur le mail en local, etc., etc. Donc une formation très complète, comment sauvegarder sur un NAS, comment avoir un NAS, etc. Donc là, c'est une formation qui sera vraiment très complète. Rien à voir avec celle-là, mais en tout cas, les premiers pas de celle-ci vont être bien. Voilà, allez, on va en terminer là. Il est 10h57, comme on a commencé un petit peu plus tôt. Finalement, ça fera 1 heure. Et puis, comme il n'y a pas trop d'autres questions, on va pouvoir s'arrêter ici. Alors, voilà, je regarde. Donc, bonne journée Tania et à demain. Merci d'être venu. Merci Cédric et bonne journée. Merci à toutes et tous d'avoir été présents dans ce Demande à Cédric. Je n'ai pas regardé les chiffres, combien on était au pic de ce Demande à Cédric. Mais en tout cas, merci à toutes et tous d'avoir été présents. On se retrouve demain aux aurores. Demain, c'est de 9h à 10h et ben voilà, donc de 9h à 10h j'aurai ma voix rock'n'roller et j'espère que je serai réveillé. En tout cas, je vous dis à demain pour le dernier Demande à Cédric de ce mois d'octobre et puis après évidemment on se retrouvera au mois de novembre. Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à demain. Merci, au revoir.